Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer une sorte de force invisible, mais alors totalement omniprésente. Une force qui nous accompagne absolument tous depuis la seconde de notre naissance jusqu'à notre décès, et même parfois après. Il s'agit du monde du droit, des biens et surtout de la personnalité juridique. On a souvent tendance à se dire, à tort d'ailleurs, que le droit, c'est juste un truc réservé aux tribunaux. Mais en fait non, le simple fait d'exister, que l'on soit une personne physique en chair et en os, ou même une association ou une entreprise, ça déclenche instantanément une myriade de mécanismes invisibles. C'est exactement ce qu'on appelle les conséquences de la personnalité juridique. Allez, plongeons-nous là-dedans. Au programme aujourd'hui, 1. Le patrimoine et les biens. 2. Comprendre la capacité juridique. 3. La classification des actes. 4. La protection et la représentation. 5. La succession. Et on finira avec le point 6, la fameuse méthode de qualification. On attaque tout de suite avec notre première partie, le patrimoine et les biens. Alors, pour bien comprendre cette première étape du cycle de vie juridique, il faut imaginer un truc tout simple. Imaginez que depuis notre naissance, on porte tous sur nos épaules un grand sac à dos invisible. Ce sac, en langage juridique, c'est ce qu'on appelle le patrimoine. Et la règle d'or, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, en a un. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sac n'est pas rempli que de trésors ou de billets de banque. En fait, il contient tout ce qu'on possède, donc nos biens et l'argent qu'on nous doit, mais aussi, et c'est là que ça fait mal, tout ce qu'on doit aux autres. Du coup, si on ouvre ce fameux sac à dos pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, on s'aperçoit que le contenu est divisé en 2 compartiments très distincts. D'un côté, on a l'actif. Ça, on pourrait dire que c'est l'or, les maisons, les comptes en banque, les objets de valeur. Mais de l'autre côté, on a le passif. Et ça ressemble beaucoup plus à de lourdes pierres qu'on doit traîner. Ce sont les dettes, les emprunts, les impayés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la vraie richesse, d'un point de vue légal, c'est un calcul net. C'est la balance exacte entre cet or et ces pierres. On peut très bien posséder une villa somptueuse, mais si le prêt immobilier qui va avec représente une dette énorme, en réalité, le sac à dos est extrêmement lourd à porter. Et ce qui est fascinant, c'est que la loi adore catégoriser tout ça, et en particulier notre fameux or, donc notre actif. On tombe sur notre première grande distinction, le corporel face à l'incorporel. Concrètement, un bien corporel, c'est un truc qui a une existence physique. Une voiture, un bureau, une guitare, on peut les toucher. Mais à l'inverse, il y a les biens incorporels. Eux, ils sont totalement invisibles, on ne peut pas les palper et pourtant, ils ont une valeur économique gigantesque. Pensez un peu à un brevet technologique, à une marque internationale ou à des droits d'auteur. Mais la loi ne s'arrête pas en si beau chemin. Elle rajoute un autre filtre pour classer tout ça, la mobilité. C'est assez intuitif, un bien meuble, c'est quelque chose qui peut être déplacé. Un téléphone, une chaise ou même le matériel d'une usine. À l'opposé, un bien immeuble, c'est quelque chose d'ancré, de fixé au sol de façon permanente. Un terrain, une maison, un grand bâtiment. Et faire la différence, c'est absolument crucial. Pourquoi ? Parce que la loi ne va clairement pas exiger le même niveau de paperasse et de sécurité pour vendre un simple téléphone d'occasion que pour céder un domaine agricole entier. Allez, on passe à notre deuxième grande partie, comprendre la capacité juridique. Bon, maintenant qu'on sait exactement ce qu'il y a dans ce sac à dos, une question évidente se pose, qui a le droit de l'ouvrir et d'utiliser ce qu'il y a dedans ? Eh bien, figurez-vous que le droit sépare très clairement le fait de posséder quelque chose du pouvoir d'agir sur cette chose. C'est hyper important. D'un côté, on a la capacité de jouissance. C'est l'aptitude à détenir un droit. Par exemple, un petit garçon de 5 ans peut totalement hériter d'une immense propriété à la campagne. Il en est le propriétaire légal, il a la capacité de jouissance. Mais, et c'est un grand mais, il y a de l'autre côté la capacité d'exercice. C'est le pouvoir de mettre en œuvre ce droit soi-même. Ce gamin de 5 ans ne va évidemment pas signer l'acte de vente de la maison chez le notaire. Il a le droit, c'est sûr, mais il n'a tout simplement pas le pouvoir d'agir tout seul. Ce qui nous mène directement à notre troisième point, la classification des actes. Alors pourquoi c'est si capital de savoir qui a le pouvoir d'agir ? Tout simplement parce que les actions qu'on fait avec notre patrimoine n'ont pas du tout le même niveau de risque. La justice va classer ces actions en fonction de leur dangerosité. D'un côté, on a l'acte d'administration. Ça, c'est le train-train quotidien. Payer une facture d'eau, réparer une fuite sur le toit, pour entretenir la maison, gérer un compte courant. C'est du maintien normal. C'est très peu risqué pour notre sac à dos. Mais de l'autre côté, on trouve l'acte de disposition. Et là, attention, c'est du lourd. Vendre un appartement familial, prendre un crédit colossal sur 30 ans ou même refuser un héritage. Ce sont des actes extrêmement graves qui vont modifier de façon drastique et parfois irréversible la valeur globale de notre patrimoine. Partie 4, la protection et la représentation. Et c'est justement parce que ces fameux actes de disposition sont hyper risqués que la loi a prévu des filets de sécurité. Imaginez qu'une personne n'ait plus la capacité de prendre de telles décisions, que ce soit parce qu'elle est trop jeune, qu'elle a eu un accident grave, ou que ses facultés déclinent. La loi n'est pas bête, elle ne coupe pas les ponts de manière brutale et binaire. Elle met en place un système de protection super gradué.
du vrai sur-mesure. Pour un mineur, ce sont généralement les parents qui gèrent ou une tutelle. Mais pour les adultes, regardez un peu ces nuances. S'il faut juste parer au plus pressé de manière temporaire, on utilise la sauvegarde de justice. S'il y a besoin d'un accompagnement, d'un bon conseil pour les actes graves, on passe à la curatelle, c'est de l'assistance. Et si, malheureusement, la situation nécessite que quelqu'un agisse de façon continue à la place de la personne, alors c'est la tutelle qui est une représentation totale. Le mot magique ici, c'est représentation. C'est un mécanisme juridique assez incroyable où les actes d'une personne engagent officiellement le sac à dos d'une autre personne. Et attention, ça ne concerne pas que les personnes vulnérables. Prenons l'exemple des entreprises. Ce sont des personnes morales. Mais une entreprise, ça n'a pas de bras pour tenir un stylo et signer un contrat, n'est-ce pas? Elle a donc besoin d'un être humain en chair et en os pour la représenter. C'est exactement le rôle du mandataire social, comme un PDG ou un gérant par exemple, qui agit au nom et pour le compte de cette entreprise. On arrive déjà à notre 5e partie, succession et transmission. C'est la dernière phase du cycle. Le corps physique s'en va, mais le sac à dos, lui, il reste et il est transmis, ce qui nous amène à un scénario qui fait un peu froid dans le dos. Rappelez-vous que le patrimoine, c'est un bloc indivisible. On ne peut pas juste piocher les lingots d'or et laisser les grosses pierres sur le côté. L'héritier récupère l'ensemble, l'actif et le passif. Alors posez-vous la question, que se passe-t-il si on hérite d'un sac où les dettes sont tellement colossales qu'elles risquent d'écraser complètement et de ruiner la vie de celui qui hérite? Eh bien, le point crucial, et heureusement pour nous, c'est que le droit est prévu des portes de sortie. La loi offre 3 options bien distinctes pour se protéger. Option 1, on accepte purement et simplement, en assumant tous les risques. Option 2, et c'est un bouclier juridique fantastique, accepter à concurrence de l'actif net. En clair, ça veut dire qu'on remboursera les dettes du défunt, oui, mais uniquement avec l'argent qu'on trouvera dans son héritage, ce qui protège totalement notre propre patrimoine personnel. Et enfin, option 3, on peut tout bonnement renoncer entièrement à l'héritage, et on n'en parle plus. Et pour terminer, 6e et dernière partie, la méthode de qualification. C'est bien beau d'avoir vu tous ces concepts théoriques, mais comment on s'en sert dans la vraie vie? C'est ça qui illustre brillamment la fameuse méthode du coin du bac, le secret absolu pour analyser n'importe quelle situation juridique et réussir ses examens sans recracher bêtement son manuel. C'est une logique implacable en 3 étapes. 1. On qualifie l'acteur de l'histoire. Est-ce qu'on a affaire à une personne physique, à une entreprise, à un mineur? 2. On identifie l'outil juridique pertinent. Est-ce qu'on parle de patrimoine, de capacité ou d'un acte de disposition? Et 3. On applique rigoureusement la règle de droit aux faits de l'histoire. C'est vraiment l'essence même du raisonnement juridique. Pour conclure ce décryptage, j'aimerais qu'on garde à l'esprit cette réflexion très percutante issue de nos sources. Le droit oblige à regarder l'ensemble, pas seulement la vitrine. C'est moins flatteur, mais plus sérieux. Le droit nous force littéralement à regarder ce qu'il y a derrière les apparences, à chercher ce fameux passif souvent bien caché derrière une belle façade. Ce sac à dos invisible que l'on porte tous mérite vraiment toute notre attention. Alors, la prochaine fois qu'une décision importante se présentera, posez-vous un instant la question. S'agit-il d'un simple acte d'administration au quotidien ou d'un dangereux acte de disposition? Et au fond, que contient réellement notre propre sac à dos juridique? Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.